votre présence. Et je tiens plus particulièrement à remercier tous les membres du jury, à savoir monsieur le professeur Jean-Christophe Sampo, monsieur le président Gérard Rivière, monsieur Julien Bugicelli, monsieur le professeur Ferdinand Méhar-Sucramani, monsieur Jean-Marie Pazzi et mademoiselle Stella Tidal. Je remercie également tous les professeurs, maîtres de conférences et doctorants qui ont bien voulu prendre sur leur précieux temps pour conseiller et départager les différents candidats. Et je remercie bien sûr l'association Esprit étudiant et tous ses membres pour avoir mené ce projet à bien, pour avoir su coordonner toutes les différentes idées pour arriver à cette finale qui, à mon avis, est fantastique. Elle est fantastique également parce que ce concours doit devenir un événement phare de l'université, et ce pour deux raisons. Il doit le devenir puisque c'est l'audace qui va être mise en exergue de nos différents candidats, et c'est également leur esprit critique. Et je pense que ces deux qualités permettent à un étudiant de s'accomplir dans ce parcours universitaire. Donc je vais laisser la parole à la gagnante du concours de l'an dernier pour un peu nous présenter ce concours. Merci beaucoup. Messieurs les présidents d'université, messieurs les professeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis étudiants, bonsoir. Bienvenue à la finale de la deuxième édition du concours de plaidoirie de notre université. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'association Esprit étudiant de me faire l'honneur d'introduire ce temps fort. À Bordeaux 4, nous avons des jeunes qui ont du talent. À Bordeaux 4, nous avons des jeunes qui mettent leur esprit d'initiative au service de l'expression de ce talent. Et de cela, nous pouvons être fiers. En effet, être un étudiant, c'est bien. Mais être un étudiant qui s'investit dans des entreprises constructives, c'est encore mieux. Pour ces raisons, ce soir, félicitons chaleureusement l'équipe organisatrice d'Esprit étudiant. Ce sont des jeunes qui ont du talent, ce sont des pros. Rien n'a été laissé au hasard. Oui, cette année encore, Esprit étudiant et ses fidèles collaborateurs mettent à l'honneur l'éloquence. Avec la vive espérance de voir cette entreprise, cette initiative se perpétuer, sans plus tarder, laissons place à nos deux finalistes. Acclamons-les. Vous allez tirer au sort votre ordre de passage. Le premier qui passera un droit de réponse d'1 minute 30 et vous aurez 7 minutes pour défendre votre plaidoirie. Le sujet étant l'accusé est cuit lorsque son avocat n'est pas cru. Une citation de Pierre Dac. Je vous demande de tirer au sort. L'accusé est cuit lorsque son avocat n'est pas cru. Le début est toujours le moment le plus compliqué, le plus délicat. Cette phrase qui m'amène aujourd'hui devant vous, dans cet amphithéâtre baptisé en l'honneur de ce grand professeur de sciences économiques que fut le doyen Joseph Lajugie, m'a occasionné une profonde réflexion sur la fonction d'avocat. Pour le citoyen, la plaidoirie éveille souvent la méfiance, comme si défendre consistait à tromper l'honnête homme au profit des malfrats. L'avocat, un homme ou une femme de peu de scrupules, capable de mentir pour faire acquitter des criminels. Pourtant, la plaidoirie est une mise en mots destinée à faire entendre une vérité qui n'est pas forcément la vérité. Pour autant, est-elle trucage? Est-elle mensonge? Saint Thomas d'Aquin se posait la question de savoir, dans son ouvrage intitulé Des Malo, si l'avocat pouvait mentir pour sauver son client.
Défendre, c'est soutenir subjectivement une thèse objective, nous disait Albert Brunois. Alors, parole mercenaire au service du client ou parole auxiliaire de la justice, au service de la vérité. Ni mensonge éhonté, ni vérité absolue, la plaidoirie se nuance, se module. L'avocat est souvent apparenté à un menteur, à cause de qui l'éloquence dessert la vérité. Ainsi, selon un non-dit séculaire, justice et vérité devraient se confondre, vestige ancestral des qualités prêtées à la justice divine. Faut-il rappeler que dans certains tribunaux et certaines cours d'appel d'Alsace et Moselle, ce n'est pas Marianne qui décore les salles d'audience, mais le Christ. Nous sommes dans l'humain et la vérité de chacun est en soi une parcelle de vrai. Or, l'humain est au cœur du dispositif de la justice, même lorsqu'il est question de droit des affaires, même lorsqu'il est question de contrat. L'art de la plaidoirie est de laisser une trace dans la réflexion des magistrats, un halo de cette lumière spécifique, qui est la vérité de celui pour qui l'avocat plaide. Le travail du juge est de dire le droit, mais dire le droit, ce n'est pas toujours dire l'équité. La plaidoirie doit parvenir à la jonction des deux. Alors, comment conclure en quelques mots lorsqu'on a la désagréable certitude que le destin d'un homme peut basculer grâce ou à cause de ceci? Ne pas oublier que les jurés ne sont pas des magistrats professionnels, que l'humanité de l'accusé sera son meilleur porte-parole et que du face-à-face accusé-juré ne doit pas poindre la vengeance, mais jaillir la justice. L'accusé est cuit quand l'avocat n'est pas cru. Cette phrase est d'autant plus vraie dans les procès d'assises que dans le petit correctionnel du mercredi ou du vendredi, où les magistrats se disent plus qu'habitués au blabla de l'avocat. Vox populi, vox dei. La tâche du défenseur est souvent difficile. L'impact d'une parole est fonction de l'honnêteté de son auditeur, de son humanisme qui accepte d'entendre. Le balancement du pour et du contre. On ne convainc pas un blindage de préjugés. Un avocat doit parfois défendre un homme que tout accusé. Quand le rideau habituel de l'indifférence tombe sur le procès, on se moque pas mal que l'accusé clame son innocence. C'est la posture habituelle du coupable. Pourtant, il faut viser juste et frapper fort dans l'esprit des jurés. Il est vrai que l'accusé occupe une place un peu étrange dans un procès, à la fois vivement présent et intensément absent. Alors on attend l'heure sonore de la défense. Mais avant, il convient d'écouter les parties civiles, l'avocat général. C'est un ordre immuable que de laisser toujours le dernier mot au désespoir. Et quand le président annonce « Maître, vous avez la parole », alors la bataille commence. Un grand procès, c'est un peu comme une bataille napoléonienne. Il faut toujours pouvoir dire « j'y étais ». Mais quand la justice a fabriqué un coupable, elle fonce tête baissée et rien ne peut l'arrêter, rien. Et dans certaines affaires, les faits, les témoignages qui pourraient parfois servir les accusés donnent l'impression de passer au-dessus des toques et des têtes. Les jurés, les magistrats n'entendent pas. Pourquoi irait-on chercher plus loin un coupable que l'on a à portée de menottes? En France, on ne s'encombre souvent pas des énigmes non résolues pour renvoyer un accusé devant la cour. Et on s'en remet à l'intime conviction des jurés et à l'intime certitude des juges. L'accusé est cuit quand l'avocat n'est pas cru. Théodore Sudre, un nom qui j'imagine ne doit pas vous dire grand-chose, il fut l'avocat de Jean Calas. Cuit, c'est le cas de le dire, en mars 1762, après avoir été torturé puis pendu. Les filles Calas et le reste de la famille seront acquittés quelques années plus tard. Merci, Voltaire. L'accusé est cuit et quelquefois l'avocat aussi. Malherbe fut guillotiné pour avoir défendu le roi Louis XVI, pour qui la guillotine l'emporta à seulement 5 voix de la majorité. Et je ne pouvais pas me passer de citer les grands avocats, les ténors du barreau, les champions de l'acquittement. Éric Dupond-Moretti, 90 acquittements, dont celui de la boulangère, Roselyne Godard lors du procès d'Outreau, Jean Castella, commanditaire présumé de l'assassinat du préfet Erignac, Henri Torres, qui réussit à faire acquitter l'anarchiste Germaine Berton, qui avait pourtant reconnu le meurtre de Marius Plateau. On pourrait aussi citer Jacques Izorni dans l'incroyable procès Joseph K. L'accusé est cuit lorsque son avocat n'est pas cru. Lorsque Pierre Dac écrit ces mots dans son ouvrage Les Pensées,
Nous sommes en 1972, sale temps pour les accusés. En ces heures de guillotinage facile, la seule question était, l'accusé sauvera-t-il sa tête? La peine de mort sera abolie, vous le savez, en 1981. Et il est un homme que je ne pouvais pas ne pas citer aujourd'hui, tant j'en suis admiratif. Cet homme, c'est Robert Badinter, maître Robert Badinter. Si en 1972 il ne parvient pas à sauver la tête de son client Roger Bontemps, c'est en 1977, avec sa plaidoirie contre la peine de mort, qu'il parvient à éviter à Patrick Henry, accusé d'avoir tué un petit garçon de 7 ans, l'échafaud. Celui-ci sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et le prétoire résonne encore de la voix de maître Badinter concluant « On abolira la peine de mort et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront un jour que vous avez condamné à mort un jeune homme. Et vous verrez leur regard. » Mademoiselles, messieurs les jurés, je finirai mon propos pour finir dans cette ambiance cuisine qu'avait voulu Pierre Dac par une citation d'Aristippe de Cyrène, disciple de Socrate, qui nous disait « L'avocat est dans un procès ce qu'est un cuisinier dans un repas. » Je vous remercie.